on gardera toujours un temps. Mais voilà, n'hésitez pas. Avec nous ce matin, bien sûr, on a des intervenants assez prestigieux qui vont nous éclairer sur notre santé auditive, son évolution, le rôle de la prévention aussi, du dépistage. On parlera des conséquences également de la perte d'audition sur notre qualité de vie. On n'y pense pas, mais ça peut avoir de lourdes conséquences. Puis nous verrons qu'il y a de l'espoir avec de nouveaux traitements, grâce notamment aux thérapies géniques. Alors cette conférence, je le rappelle, elle a lieu en amont de la semaine du son de l'UNESCO, qui aura lieu partout en France dans quelques jours. Ça commence le 16 jusqu'au 29 janvier. Ça sera la 20e édition tout de même. Alors avec nous ce matin, pour parler de tout ça, on a Christian Gonnet, donc président fondateur de l'association La Semaine du Son, qui a créé en 2004 cet événement qui s'appelle La Semaine du Son de l'UNESCO, et qui est également ingénieur acousticien. Bonjour Christian. Bonjour. Voilà, on a la professeure Christine Petit, qui elle est fondatrice de l'Institut de l'audition, professeure à l'Institut Pasteur, professeure émérite au Collège de France. L'Institut de l'audition, je le rappelle, est partenaire de cette semaine du son. Bonjour, professeur Petit. Bonjour. Voilà, et nous sommes également avec un autre professeur, le professeur Paul Avant. Paul Avant, lui, il est directeur du Centre de recherche et d'innovation en audiologie humaine, le CERIA, à l'Institut de l'audition. Il a réalisé différentes études l'an passé, notamment sur les dangers de la musique compressée. Bonjour, professeur Avant. Bonjour. Voilà, et nous sommes également avec Géraldine Aunet, docteur en médecine. Elle est directrice médicale, vous êtes directrice médicale de la biotech française Sensorion. Alors, Sensorion développe des thérapies innovantes, justement, on en parlera, pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition. Alors, Christian, je me retourne vers vous tout de suite, puisque vous êtes à l'origine de cette semaine du son. Cette année, le thème, c'est savoir écouter, savoir se parler, d'où l'importance de bien entendre et bien écouter, Christian. Oui, bonjour à tous. La semaine du son, c'est 5 jours, c'est 5 thèmes, ça j'aime bien le rappeler tout de suite. Et nous sommes là dans le thème de la santé auditive, qui est un des thèmes les plus forts de la semaine. Mais nous avons d'autres thèmes, comme celui de l'environnement sonore, des villes en particulier. Nous avons tout ce qui touche à l'enregistrement et la production du son. Nous en parlerons également. Et nous avons tout ce qui touche à, évidemment, une journée sur la relation image et son, le son en relation avec l'image, le son comme créateur d'images. Et puis, le dernier secteur, ce 5e, c'est celui de la musique, l'expression musicale. Voilà. Donc, simplement pour dire que, évidemment, nous allons là, évidemment, parler de la santé, secteur que nous avons largement ouvert grâce et avec l'Institut de l'audition qui est avec nous aujourd'hui pour parler effectivement de cet aspect si particulier qui est celui de la perception auditive et d'un cerveau aussi qui écoute le monde. Et je pense que là, nous sommes bien tous conscients qu'il y a là en tout cas une résultante de tout ce qui touche au sonore, car en fait, et le ministère de la Santé avait compris cela, effectivement, que en fait, toute notre problématique, quelle qu'elle soit, du point de vue sonore, à travers les 5 thèmes que nous venons de citer, eh bien, se résume assez souvent, effectivement, en un secteur qui est celui de la santé auditive, terme que nous avons d'ailleurs évoqué et lancé il y a 20 ans. Car en fait, la Semaine du son a 20 ans cette année, donc c'est un anniversaire important qui est le nôtre aujourd'hui. Et je suis vraiment ravi d'avoir avec nous des personnalités comme Christine Petit, Paul Avant, professeur Paul Avant, enfin, des gens avec lesquels on avance d'une manière absolument incroyable et sur un secteur qui, par du temps, n'a pas toujours été entendu, c'est le mot qui convient, il me semble. Voilà, donc je vais vous laisser la parole parce que une fois que j'ai fait cette introduction, je crois que maintenant il faut rentrer dans le vif du sujet et je vous laisse effectivement avancer sur ce terrain merveilleux qui est celui de l'écoute. Merci Christian, merci. Vous avez dit d'ailleurs quelque chose de très important sur lequel nous reviendrons, c'est le cerveau qui écoute. Et ça, c'est très important, je sais que vous y êtes très attaché. Professeur Christine Petit, à présent, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes, comme vient de le dire Christian, professeur à l'Institut Pasteur, vous êtes professeur émérite au Collège de France et puis fondatrice de l'Institut de l'audition qui existe depuis 2009 et qui est partenaire de cette semaine du son de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux déjà, Christine? Professeur Petit, dites-nous le nombre de personnes touchées par la perte d'audition, qu'est-ce qu'on entend par perte d'audition, quelles sont les causes, les facteurs. Voilà, je laisse la parole pour nous éclairer à ce sujet. Oui. Tout d'abord, bonjour à l'ensemble de notre public.
Et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Christian Hugonnet. C'est cet effort qui caractérise la semaine du son, qui est un effort de transversalité, ce qui permet de désenclaver immédiatement tous les sujets, et en particulier celui qui nous occupe aujourd'hui, celui de la santé auditive. Alors, en quelques chiffres, et d'abord l'incidence et les conséquences de la perte auditive. Il faut distinguer le fait d'être sourd profond ou très malentendant dès la naissance, ce qui va empêcher l'acquisition spontanée du langage oral. Et puis, à toutes les étapes de la vie, la perte de l'audition, c'est la rupture du lien social. Rupture de lien social dont on sait à quel point il est important chez les jeunes, on l'a très bien vu, on ne cesse de le voir, et également, qui est également important pour maintenir les fonctions cognitives. Et ce qui a été découvert dans les dernières années, c'est le fait que lorsqu'il y a perte d'audition à l'âge moyen, c'est un facteur favorisant majeur et le principal facteur qui pourrait être corrigé de la démence. L'importance est également en termes de nombre de personnes qui sont en fait impactées par la perte auditive. C'est par la perte auditive sévère ou profonde, congénitale, c'est-à-dire à la naissance, c'est un enfant sur 700 dans les pays développés. Oui. Et puis, c'est surtout le fait qu'avec l'âge, avec la surexposition au bruit, on aura l'occasion d'y revenir, il y a très important de personnes qui perdent l'audition et donc qui vont subir cette rupture du lien social. Aujourd'hui, on estime à 460 millions de personnes et avant l'échéance de 2050, environ 630 millions de personnes. Donc, il y a un problème majeur, aussi bien en termes de qualité de vie, de possibilités d'interaction, d'apprentissage pour les jeunes, que par le nombre des personnes qui sont impactées. Vous êtes en train de nous dire, professeur Petit, que notre santé auditive, elle est moins bonne qu'avant, si je vous en écoute. Difficile de répondre à cette question, parce qu'on ne peut pas dire que l'exploration auditive, autrefois, était extrêmement poussée. On considérait en particulier, en ce qui concerne la surdité liée au vieillissement, qu'elle faisait partie du vieillissement, et puis c'est tout. Voilà, on devenait gentiment sourd comme un pot, comme on dit. Voilà. Donc, quel recul a-t-on Très peu de recul, mais ce que l'on peut constater par contre sur les dernières années, c'est une croissance exponentielle de l'apparition de la surdité liée à l'âge. Et comme je vous le disais, j'aurai l'occasion d'y revenir, liée au bruit et liée aussi à des facteurs génétiques. Donc, c'est l'interaction de ces deux types de facteurs qui est particulièrement déterminante, avec une génétique, on aura l'occasion d'y revenir, bien différente de la génétique des atteintes précoces des nouveau-nés ou de l'enfant. Merci, professeur Petit, pour ces éclairages. Ça nous donne déjà un bon aperçu. Professeur Avant, vous êtes directeur du Centre de recherche d'innovation en audiologie humaine et on sait la qualité sonore. Christian Hugonnet est très attaché, mais c'est très important. Donc, encore faut-il que les gens soient sensibilisés à ce que c'est qu'un bon son. Racontez-nous comment on sensibilise les gens aujourd'hui au son, comment on éduque nos oreilles. Merci pour votre question. D'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement l'un des facteurs qui va agresser, qui va compromettre notre santé auditive, c'est le son lui-même. Donc, pourquoi nos oreilles sont faites, c'est le détecter. Et depuis quelques décennies, une grande partie du son que nous recevons est de notre propre choix. C'est des sons de loisirs, alors qu'auparavant, on était surtout exposé à des sons dans la vie professionnelle. Et donc, la qualité sonore, nous en sommes en partie les déterminants. Nous choisissons nos écouteurs, nous choisissons nos situations d'écoute. Et ce n'est pas toujours évident de bien comprendre les paramètres du son qui sont impliqués. Donc, un mauvais écouteur peut privilégier des fréquences dangereuses. Un mauvais choix d'enregistrement peut privilégier des musiques fatigantes, etc. Et puis, un mauvais choix de lieu de vie peut entraîner des conditions acoustiques très, très défavorables, que ce soit chez soi ou dans des lieux d'enseignement, etc. Et sensibiliser à un bon son, c'est difficile. C'est un travail qui devrait être commencé à l'école parce qu'on n'apprend pas comme ça spontanément ce qu'est un bon et un mauvais son. Oui, bah oui, j'imagine. Merci, professeur Avant. Christian, ça doit vous plaire ce que vous venez d'entendre, parce que vous le savez, on met nos oreilles à rude épreuve.
ça altère aussi notre audition. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme cas, puisque on a parlé vaguement, le professeur avant a parlé des métiers qui sont plus les mêmes qu'auparavant, mais aujourd'hui, on met nos oreilles à rude épreuve. Racontez-nous. Aujourd'hui, on voit, ne serait-ce qu'avec la guerre en Ukraine, je pensais à ce focus sur la guerre, parce que c'est en Ukraine, il y a des surdités brusques liées au bombardement. Beaucoup de gens sont soumis à soumettre leurs oreilles à dure épreuve. Oui, je crois qu'encore une fois, nous ne sommes pas conscients d'un environnement sonore qui nous immerge en permanence. C'est pour ça que nous existons. La Semaine du son existe comme nous devions exister. Nous sommes tous rétiniens, nous ne faisons que regarder le monde et nous oublions tout simplement que c'est probablement la plupart du temps le son qui nous guide, pas uniquement dans le cinéma, mais également pas uniquement dans la vie urbaine, je veux dire, qui fait que précisément, quand on traverse une rue, on doit effectivement regarder à droite et à gauche quand même, mais avant de regarder à droite ou à gauche, on doit d'abord entendre pour pouvoir traverser une rue. C'est la moindre des choses, et le fait d'avoir un baladeur, peut-être que ça peut poser des problèmes. Donc, le son est un guide véritablement de notre bien-être et de notre survie, même d'ailleurs. Donc, c'est dans cette direction-là qu'on doit aller. Donc, c'est cette prise de conscience qui me paraît essentielle, effectivement, et ce sur quoi on s'arc-boute en permanence pour dire, attention, nous devons entendre pour mieux voir. D'ailleurs, on a eu des parrains qui nous l'ont dit, des gens comme Jacques Attali ou d'autres. On sait aujourd'hui que le monde ne se regarde pas, il s'écoute. Mais c'est un secteur, à mon avis, là, du coup, qui doit être développé et doit être maintenu et dont la prise de conscience doit être forte. Oui, vous parlez de prise de conscience collective. Professeur Petit, vous en pensez quoi, vous? Il y a une prise de conscience, à commencer par les pouvoirs publics, sur cette importance du son, de la qualité sonore, de notre santé auditive aujourd'hui? Alors, je rebondirai d'abord sur ce qu'a dit le professeur Paul Avant. On ne changera pas les choses si ce n'est pas dès l'enfance, en particulier dans le cadre scolaire, que l'on apprend à écouter. Et écouter effectivement des sons de qualité. C'est difficile de comprendre aujourd'hui pourquoi aux jeunes enfants on ne présente pas immédiatement des cris d'oiseaux, tous ces bruits de pas dans la forêt, toutes ces choses qui, à mon avis, leur permettraient de comprendre, d'accéder très, très rapidement à l'importance du son. Alors, vous me posez la question en termes de changement, l'introduction du reste à charge zéro des appareils auditifs. Alors ça, c'est une avancée majeure. Et elle est peut-être, à mon avis, plus majeure que ce qu'on aurait tendance à lui attribuer, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, toute personne peut accéder à des appareils auditifs qui sont des amplificateurs, un peu sophistiqués, mais des amplificateurs du son. À mon avis, ce qu'elle a de plus important, c'est qu'elle marque en fait l'importance du domaine et surtout qu'elle va devoir s'accompagner pour être efficace d'un vrai changement dans la démarche diagnostique, dans l'accompagnement des malentendants, dans le suivi des performances de l'appareillage. Un appareil, ce n'est pas un appareil qu'on achète et qu'on pourrait à la limite adapter soi-même à ses oreilles. C'est beaucoup plus compliqué que ça en amont. Donc, c'est une révolution à mon avis. Ce que ça doit annoncer, c'est une révolution dans la façon d'approcher les malentendants, d'explorer leur perte auditive et de la suivre. Et d'accompagner, parce que là, vous avez beaucoup parlé d'accompagnement quand même. C'est primordial. Absolument. D'accompagner, mais ce qui doit évoluer, et ça on en reparlera dans le cadre scientifique, j'imagine, c'est le fait que la science doit avancer en parallèle, mais elle doit aussi élaborer les moyens de son transfert auprès des patients. Et je trouve que cette possibilité de reste à charge zéro, automatiquement, elle ne pourrait être réussie que s'il y a le changement que j'ai évoqué qui se met en place. D'accord, donc on n'est qu'au début d'une révolution, si je vous écoute, professeur. Évidemment, c'est une révolution et surtout, tout le monde peut entendre, d'accord? Oui, c'est ça, c'est un peu brusqué, hein. Voilà, c'est pas réservé, comme ça avait été dit et étudié à un moment au niveau de la semaine du son, c'est pas les pauvres, aux pauvres la malentendance et aux riches la possibilité d'entendre.
Exactement. Merci, professeur. Christian, justement, il y a des démarches collectives aussi, comme votre label de qualité sonore. Je rebondis sur ce que vient de dire Madame Petit. Dans le cadre de la semaine du son, vous avez créé un label qui s'appelle Label de qualité sonore. On parlait de l'importance de l'éducation à l'instant. Oui, Laura, j'ai loupé tout à l'heure une réflexion importante, que c'est celle de l'Ukraine. Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Oui, bien sûr. Ça ne fait rien, mais bien évidemment, lorsque j'étais au Liban, il y a l'an dernier, lorsque j'ai posé la question en fait à une assistante de 200, 300 personnes, je leur ai demandé qui était acouphénique. Tout le monde a levé la main. Hein. Ah, oui. Donc, c'est important de dire que effectivement, cette ambiance sonore que l'on a malheureusement à travers les missiles, à travers tout ce qui touche en fait à la guerre que l'on vit aujourd'hui effectivement en Ukraine, et a des conséquences catastrophiques sur le plan de la santé auditive. Ça, c'est bien de le dire parce que je crois que personne véritablement n'en parle. Voilà. Maintenant, je reviens et que ça peut modifier aussi peut-être le comportement de certaines personnes. Je veux dire, on n'est pas dans le même état d'esprit quand on a des acouphènes extrêmement importants que lorsqu'on est effectivement libre d'écouter le monde avec une tranquillité et le silence, justement, dont on parle souvent, mais le silence, quand il est acouphénique, qu'est-ce que c'est que le silence, hein? Je veux dire, ça peut être aussi angoissant et quelquefois, pour cacher un acouphène, on est bien content d'ouvrir ses fenêtres pour pouvoir effectivement le masquer. Maintenant, oui, nous sommes dans un esprit positif, effectivement, d'un label qu'on est en train de mettre en place avec Universal et avec l'IRCAM. Ça, c'est dans un contexte que celui et aussi l'Institut d'audition, évidemment, représenté d'ailleurs par Christine et puis le professeur Paul Avant. Bien évidemment, l'idée, c'est de réaliser un label qualité qui nous permettrait de lutter contre ce fléau qui est celui de l'hypercompression. On en a parlé l'an dernier, je crois déjà, qui fait que la plupart des sons aujourd'hui enregistrés sont extrêmement densifiés, en fait, de manière à être entendus au-dessus du niveau de bruit de fond de la ville. Et cette tendance à compresser le son évidemment, a des conséquences catastrophiques sur le plan de l'absence de tout micro-silence, finalement, toute absence de repos. Parfaitement, on l'a mis en place et je pense que le professeur Prolan peut en dire deux mots, effectivement, sur cette notion-là, et qui se situe d'ailleurs là où on ne l'imaginait pas, c'est-à-dire au niveau cérébral, où précisément les neurones de l'audition sont mis à mal. Donc, on est en train on va lancer l'année prochaine, ça sera donc l'année prochaine seulement, malheureusement, il faut 1 an pour travailler sur cette recommandation. On a lancé un postdoc là-dessus avec l'IRCAM, et ça va durer 1 an pour avoir les bons critères d'évaluation afin de connaître évidemment les clauses exactes de récompense de tels sons par un label qui sera le label qualité sonore qui sera présenté encore une fois donc l'année prochaine à l'UNESCO. Merci Christian, c'est formidable, ça c'est une belle, voilà, on s'en reparlera d'ici l'année prochaine. Forcément. Un label qui permettra à chacun de se dire, bah oui, quand j'entends un son, je sais que je me fatigue pas plus l'oreille que cela. Donc c'est important. C'est un premier pas tout à fait important et qui est même d'ailleurs, je crois, un pas tout à fait original, mondial. Je dirais jamais on n'avait pas. Mondial surtout, ça ne s'est jamais fait, Christian. Ça sera une première mondiale ce label. Absolument. Parfait. Merci Christian. Professeur, avant justement, on parle de conscience collective, de label, et est-ce que aujourd'hui il y a aussi l'aspect prévention, parce que c'est très important, c'est un peu de tout ça dont on parle. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que on le sait, la prévention est essentielle, mais voilà, comment se passent les dépistages aujourd'hui? Est-ce qu'il y a assez de dépistage précoce, professeur, avant? Alors, le dépistage, évidemment, c'est une clé. Hein. C'est juste l'intermédiaire clé entre la connaissance du problème, donc la prévention éventuelle, et puis les remèdes. Alors, les remèdes, il y a des remèdes futuristes qui seront prêts demain, même ce soir. C'est des choses qui sont dans les tuyaux. C'est-à-dire expliquer. Les vraies thérapies, les médicaments, en fait. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Pharmacologiques et génétique et autres, ça on va en reparler bien sûr, mais il y a aussi les approches traditionnelles qui sont l'appareillage et qui concernent des millions d'individus. Et aujourd'hui, il y a des progrès sur l'appareillage, professeur, avant, c'est-à-dire ce qu'on voit. Alors, il y a des grands progrès, oui.
il y a des grands progrès, ne serait-ce que la gratuité en France, mais c'est déjà pas mal pour une tranche de la population, mais aussi les systèmes de traitement. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre qu'un appareillage n'a pas, même probablement une thérapie, n'ont pas d'effet instantané. Il faut compenser le dommage et acclimater son cerveau à une nouvelle donne, soit du son amplifié, soit du son amélioré. Et ça prend du temps, ce n'est pas instantané. On met une paire de lunettes, on y voit clair tout de suite. On ne met pas un appareil auditif pour entendre bien tout de suite. Donc, il faut repérer très tôt les problèmes, la nécessité, le besoin d'une intervention. On peut le faire soi-même sur des applications qui sont maintenant assez faciles à installer sur son smartphone. S'autodépister, c'est ce que vous êtes en train de dire, grâce à des applications. Voilà, c'est une démarche qui est tout à fait saine. Être au courant des signaux d'alerte qui sont les acouphènes, on vient d'en parler, hein, c'est un signe d'alarme. Ça veut dire qu'il y a probablement derrière une perte auditive. Et puis, on n'a jamais été très sensibilisé à ça, mais le fait de mal comprendre dans un endroit bruyant est souvent un signe très fort que notre système auditif souffre. Et derrière ce système auditif périphérique, qui est le détecteur, qui sont nos oreilles, le cerveau a du mal à s'y retrouver. Donc, tout ça, c'est des signaux d'alarme qui devraient entraîner le déclenchement d'un bilan dès qu'on se sent mal à l'aise. Ce n'est pas du tout une tare d'avoir un problème auditif. On sait que ça survient très souvent autour de la quarantaine, donc ce n'est pas un signe de troisième âge, hein, bien entendu. Oui, 40 ans, c'est jeune. Donc, en fait, il y a quand même des signaux d'alerte. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut être attentif. Si on a des acouphènes, ça peut être un... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autres signaux? C'est quoi? C'est des bourdonnements? Par exemple, si on a de temps en temps les oreilles qui sifflent, ça peut être un signe? Acouphènes, ça couvre tous les types de sons qui n'existent pas dans le monde extérieur, mais qu'on entend. Donc, les étudiants le signalent, hein, quand on demande dans un amphithéâtre qui a des sifflements permanents, une bonne partie des doigts se lèvent. Et on est dans une population d'une vingtaine d'années. Oui, donc, ça c'est un réel changement. Voilà. Et dans ces cas-là, on prend rendez-vous chez un ORL pour faire un audiogramme, quoi. Enfin, c'est ce qui est conseillé en général. Alors, on peut commencer, si on est prudent, par s'auto-diagnostiquer par des questions qui traînent partout. On voit parfois dans des vitrines bilan auditif gratuit. Oui, ça va de soi. Les bilans sont gratuits quand ils sont sommaires. C'est un repérage, là encore, c'est tout à fait valable. Mais quand on pense avoir un trouble d'ordre médical, une perte auditive permanente, un bilan chez l'ORL s'impose tout à fait, bien sûr. Oui, et puis il ne faut pas attendre quelque part qu'on soit jeune ou moins jeune. Vous disiez premiers signaux à partir de 40 ans. Je crois qu'en France, on s'apparaît encore une fois très tard. On s'apparaît toujours au moins 10 ans après la survenue de symptômes d'ordre important, c'est-à-dire un véritable handicap dans la vie quotidienne, bien sûr. Après, le nombre d'ORL en France est en train de diminuer depuis quelques décennies. C'est partie des pénuries de main-d'œuvre. Merci, professeur Avon. Professeur Petit, justement, on parle de dépistage à l'instant avec le professeur Avon et des dégâts. Il y a de gros dégâts d'une mauvaise audition. Ça peut s'avérer terrible. Tout à l'heure, vous en avez parlé un peu. Ça a énormément d'impact sur notre santé. Parlez-nous de tout ça. Et puis sur notre cerveau aussi, puisqu'on disait, justement, on parlait de l'importance du cerveau tout à l'heure. Tout d'abord, j'aimerais insister sur le fait que l'OMS a eu une application et continue d'avoir une application considérable dans tout ce qui concerne la santé auditive. C'est-à-dire qu'on doit à l'OMS un certain nombre d'études critiques et c'est l'OMS qui a attiré l'attention par une grande étude qui portait sur les jeunes entre 18 ans et 35 ans et qui montrait que plus d'1 milliard d'entre eux étaient à risque de développer des atteintes auditives en raison non pas de contexte professionnel, mais de contexte récréationnel dans lequel la surveillance est beaucoup moins.
Donc, moi, je pense que c'est véritablement important de replacer aussi les choses dans le contexte mondial. Au niveau Oui, bien sûr. mondial aussi, il ne faut pas laisser dire que dans les lieux professionnels, le niveau sonore est maîtrisé. Il suffit de regarder d'ailleurs les publications, celles qui viennent de Chine. Il y a un nombre considérable d'études qui visent justement à déceler les atteintes auditives dans les milieux professionnels. Donc, on est loin d'avoir une régulation et une surveillance mondiale telle qu'on est en train de la décrire. Alors, les conséquences, je peux revenir sur, à mon avis, ce qui a été la grande découverte des 10 dernières années, ce qui a sans doute motivé la gratuité de l'appareillage auditif, qui est à quel point la perte auditive acquise autour de 40-50 ans contribue à la baisse des fonctions cognitives, c'est-à-dire le fait, comme je l'ai dit, que c'est un facteur de démence dont l'impact est absolument C'est important, vous parlez quand même de démence. Alors, quand on parle de démence, on parle de cerveau. Hein. Alors, ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, c'est est-ce qu'il s'agit en termes de mécanisme, est-ce que c'est l'atteinte périphérique, puisque la plupart des atteintes auditives sont d'abord périphériques, mais elles ont des retentissements centraux. Est-ce que c'est le retentissement central d'une atteinte périphérique? Et là, il y a effectivement quelques pistes très intéressantes, comme le fait que la vascularisation du cerveau change, s'amoindrit quand il y a une perte auditive périphérique, une atteinte périphérique. Est-ce que c'est le fait que finalement, quand l'oreille vieillit, elle vieillit avec les mêmes mécanismes que ceux qui peuvent faire vieillir le cerveau? Donc là, il y a un immense chantier qui concentre énormément de travaux, et aussi parce que on a l'impression que ce sont quasiment les mêmes mécanismes qui sont en cause dans le vieillissement du système auditif et dans l'agression par le bruit. Ce sont en quelque sorte deux facettes ou deux pans d'un même problème. Et ça a un impact sur notre qualité de vie, ça a également un impact sur l'espérance de vie. L'espérance de vie, ça n'a pas été calculé. C'est une très bonne question, ça n'a pas été apprécié à ma connaissance. Par contre, la qualité de vie, ça ne fait aucun doute. Hein. Oui, on s'isole. On s'isole. Il y a aussi un sentiment qui est très particulier, c'est-à-dire que vous mettez en échec votre interlocuteur, puisque vous ne le comprenez pas. Voilà. Donc, tout ça, je pense qu'on sous-estime considérablement. Alors, les pratiques que l'on devrait aussi introduire au niveau scolaire, ce n'est pas grand-chose. Quand vous parlez, dès le plus jeune, vous allez parler aux uns et aux autres. Laissez votre bouche libre. Arrêtez surtout de mettre votre main. Il y a des quantités de petits gestes qui font que l'audition pourrait devenir quelque chose, un objectif beaucoup plus partagé au niveau de la société. Parfait, merci professeur Petit. On clôture cette première partie, donc si vous avez des questions sur ce qui a été dit à l'instant, n'hésitez pas, vous les posez dans le chat. D'ailleurs, il y a Emmanuel qui nous pose une question, et ça c'est pour vous, je pense, Christian. Elle veut savoir quels sont les exemples de sons compressés que vous avez quand vous parlez de sons compressés. Alors c'est une excellente question. Les sons compressés sont à peu près partout aujourd'hui dans tout notre monde civilisé. Donc tout ce qui touche, tout ce qui est enregistré, tout ce qui est reproduit, quasiment tout compressé aujourd'hui. Rappelons quand même en deux mots ce que c'est que la compression. La compression, c'est tout simplement l'idée qui avait été développée dans les années 70 de pouvoir mélanger, mixer en tout cas un son très faible avec un son très fort, notamment quand on a vu arriver les orchestres des Pink Floyd ou les Beatles. Prendre une guitare, mixer une guitare avec une batterie, ça ne fonctionne pas. Donc il fallait trouver un subterfuge pour pouvoir mixer les deux. Donc on a en fait écrasé la guitare et non pas la batterie. On a écrasé la guitare parce que la guitare a une grande impulsion qui ne s'entend pas d'ailleurs, mais qui peut saturer la bande. Donc quand on monte simplement le niveau de la guitare, on va saturer la bande. Donc on écrase la guitare et on transforme un soufflet en une galette. Et cette galette, on la met où on veut par rapport à la batterie. Et quand les publicités ont vu ça, ils se sont dit, mais on va tout écraser.
et on va tout mettre au-dessus du niveau, de ce qu'on entend sur les ondes radio ou télévisuelles. Et c'est comme ça qu'est arrivée effectivement la compression surtout. Et après, lorsqu'on s'est aperçu évidemment que dans la ville, eh bien, on n'entendait pas grand-chose parce qu'il y avait beaucoup de bruit, eh bien, les téléphones, tous les portables sont équipés effectivement d'un compresseur qui permet effectivement de tout compresser et de tout remettre au-dessus. Donc en fait, notre monde, et pas que le monde musical évidemment, est compressé, et tous les sons aujourd'hui que nous entendons en radio, il y a des compresseurs d'antennes sur toutes les radios aujourd'hui. Ah oui, donc partout en fait, le son compressé est partout, Christian. Il est partout, hein, il est partout. Donc il faut aller dans une salle de concert pour pouvoir à un moment donné se faire du bien aux oreilles. D'ailleurs, j'interviendrai la semaine prochaine à la Philharmonie de Paris, là, après l'écoute de la symphonie du Nouveau Monde, et on me demande de faire un mot justement sur le plaisir d'entendre un son qui descend très très bas. Et qui nous permet effectivement de se laver les oreilles, précisément, je dirais, de se faire un bien fou en fait à notre cerveau, de manière voilà, c'est ça l'idée en fait. Et ces sons dits compressés, nous, on les trouve partout effectivement dans tout notre environnement. Alors ils sont plus ou moins compressés, hein, et c'est pour ça que le label justement va nous permettre de savoir jusqu'à quel taux de compression on doit aller pour éviter d'avoir des dommages au niveau de la perception auditive. Voilà, tout simplement. Merci Christian. Bon, Emmanuel, j'espère qu'on a répondu à votre question. Il y a beaucoup de questions. Alors, les questions pour Paul Avant. Alors, Paul Avant, par exemple, on vous demande vous avez parlé tout à l'heure des applications, vous savez, pour l'autodépistage. Et j'ai Pascal, qui demande justement quelles sont ces applications, si vous pouvez nous donner. Puis j'aurai une deuxième question pour vous encore, Paul Avant. C'est une bonne question, effectivement. L'autodépistage en France, c'est une application qui a été développée sous l'égide de la Fondation pour l'audition, s'appelle Eura, H-O-R-A. C'est une application qui permet aux auditeurs sur leur téléphone d'écouter des listes de sons et de voir si elles sont correctement identifiées. D'accord. Vous pouvez redire, professeur Avant, vous pouvez nous la rappeler, l'application ? Pardon ? Vous pouvez épeler l'application ? Oui, c'est H-O-R-A. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, j'ai une autre question pour vous. Vous parliez, parce qu'on a parlé ensemble des appareils auditifs qui sont disponibles aujourd'hui. J'ai Charline qui demande, est-ce que ces appareils auditifs qui sont disponibles sur le marché, est-ce qu'ils apportent un son de bonne qualité ? Et la suite de la question, c'est est-ce que la qualité sonore qu'elle restitue, donc son non compressé, elle espère, c'est un point d'interrogation, influe sur l'acclimatation du cerveau. Et est-ce que ça nous habitue, ces prothèses auditives, chez des personnes nouvellement équipées? Est-ce que ça a une acclimatation du cerveau? Donc, plusieurs questions en une. La question est piégeuse parce que la qualité en termes de restitution d'une audition normale lorsque l'oreille interne est abîmée n'est pas la même que lorsque l'audition est normale. Et une oreille interne abîmée, une oreille interne normale compresse le son, mais juste ce qu'il faut, bien sûr, hein, pas n'importe quoi. C'est très subtil, c'est une compression très subtile et qui est ajustée en fonction du niveau extérieur. Donc, quand on est sourd, en général, on perd cette capacité et c'est aux appareils auditifs de la restituer. Mais juste ce qu'il faut et pas trop. Donc, Christian parlait d'aplatir un beau soufflet en galette et on est resté juste entre les deux. Donc, il y a effectivement un besoin de réglage qui est très complexe, qui prend un certain nombre de semaines, voire de mois, pour trouver juste le bon réglage, notamment des compressions en fonction des bandes de fréquence. D'accord. Évidemment, très positivement sur l'acclimatation du cerveau qui va retrouver ses repères et en tout cas dans les conditions acoustiques de relatif silence environnant. Et il faut combien de temps? Enfin là, c'est pas Charline qui le demande. J'espère que Charline, on a répondu à votre question, mais moi, ça m'interroge. Du coup, il faut combien de temps pour considérer que son cerveau s'est acclimaté à ces nouvelles prothèses, justement, à cet équipement? On a des moyennes? On a droit à un essai, avant de prendre la décision d'appareillage, on a droit à un essai d'environ 1 mois, éventuellement 45 jours. Donc, vous voyez qu'1 mois, c'est à peine suffisant. Et ensuite, il est conseillé, moi je dis à mes patients, entre 6 mois et 1 an.
avant quand même, de tirer le maximum de son habituation. Après, évidemment, il y a des situations acoustiques avec du bruit environnant où les appareils ne sont pas tous très faciles à régler et ne permettent pas nécessairement de la restitution d'une bonne intelligibilité. Donc, dans une situation difficile. L'environnement sonore, forcément, professeur Avant. Charline, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Sinon, n'hésitez pas. Alors, j'ai une autre question de Pascal. Alors, cette fois-ci, c'est pour vous, professeur Petit. Elle demande, est-ce possible de revenir sur les mécanismes cérébraux liés aux problèmes auditifs que vous avez évoqués, cher professeur Petit? Alors, revenir sur les mécanismes, c'est beaucoup aujourd'hui s'appuyer sur les travaux qui ont été faits chez l'animal. D'accord. On a une connaissance très rudimentaire chez l'homme. Mais en ce qui concerne l'animal, ce qui a été fait, c'est soit de créer des traumatismes aigus, soit de prendre des modèles animaux qui miment des surdités humaines, c'est-à-dire dans lesquels ce sont les mêmes gènes que ceux qui sont responsables de surdité chez l'homme, qui ont été inactivés chez l'animal, la souris, reproduisant ainsi le type de surdité qui existe chez l'homme. Et ensuite de ça, on examine, alors je dirais en se fondant sur des hypothèses qui sont examinées les unes après les autres, comment expliquer ce retentissement cérébral, donc sur les fonctions cognitives. Là, il y a une signature cérébrale incontournable. Et alors, plusieurs points ont été mis en lumière, en particulier dans les dernières années, par des études très systématiques. Ce qui a été montré, c'est que donc, la vascularisation du cortex auditif devient moindre. Et alors, il faut aussi prononcer le mot de plasticité cérébrale. C'est-à-dire que votre oreille, c'est un instrument mécanique, strictement mécanique, auquel, en gros, vous ne pouvez rien. En revanche, le cerveau, c'est vous qui le modelez, c'est l'environnement extérieur qui le modèle, et puis la façon dont vous allez le faire travailler. Et donc, quand on parle de cerveau qui s'adapte, c'est effectivement de la plasticité cérébrale dont on parle, qui est considérable chez le tout petit. Et alors, on sait qu'elle est considérable à nouveau en s'appuyant sur les travaux qui ont été faits chez l'animal, qui montrent que si vous avez un chat, une souris, un rat né, disons, sourd, vous n'avez pas une formation fine du cerveau auditif, et en particulier tout le cerveau auditif, tout le système auditif est caractérisé par ce que l'on appelle une représentation physique des fréquences. Et ça, elle est grossière à la naissance, elle va s'affiner sous l'effet de l'environnement auditif. Eh bien, si vous délivrez à des animaux une fréquence unique au lieu d'un environnement auditif riche, vous n'aurez jamais une représentation des fréquences au niveau cérébral correct. Merci infiniment pour vos éclairages. Et puis maintenant, on va passer à la partie solution. Et heureusement, parce qu'après avoir fait tous ces constats, on va voir qu'il y a beaucoup de solutions et qu'il y a des nouveaux traitements, notamment très prometteurs. On a parlé tout à l'heure de la notion du cerveau qui écoute, on y reviendra, de la rééducation de l'oreille, on sait que c'est le cerveau aujourd'hui qui écoute. Professeur, avant, là on a parlé d'appareillage aussi, il y a des nouveautés quand même, dites-nous déjà en termes d'appareillage, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et quels sont les espoirs demain au niveau puisqu'on sait, on reprend, je crois que les appareils copient, puisqu'on parlait du cerveau, copient l'exemple du cerveau, racontez-nous. Oui, on en a déjà un peu parlé, donc c'était très judicieux de poser cette question. Les appareils sont tout à fait adaptés pour les surdités classiques. 90% d'entre elles, on va dire, ont un profil qu'on connaît assez bien. Ça veut dire qu'il y en a 10% qu'on maîtrise encore mal. C'est le diagnostic poussé qui nous l'indique petit à petit. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, les situations bruitées sont souvent mettent les appareils en difficulté. Alors, dès qu'il y a des bruits de conversation, dès qu'il y a des bruits un petit peu fluctuants
complexes, originaires de différents endroits de la pièce où on se trouve, ça devient très compliqué. Donc la recherche porte effectivement sur des algorithmes, des moyens informatiques qui permettraient de repérer les sources et si possible les sources auxquelles le sujet appareillé voudrait s'intéresser. Vous imaginez que c'est très complexe. Quand on est dans un restaurant, on a envie de s'intéresser à la conversation avec tel ou tel ou tel individu, mais pas toujours le même. Ouais, bah oui, j'imagine. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle aide. Il y a des progrès à ce niveau-là, justement. Voilà, c'est un début, hein, c'est un balbutiement. Je pense qu'il y a des prérequis qui sont ce qu'a dit le professeur Petit tout à l'heure. C'est un meilleur diagnostic. C'est ça, ouais. Il a une perte auditive, c'est complètement insuffisant. C'est comme dire de quelqu'un, il a de la fièvre. Ça ne suffit pas tout à fait pour prescrire le bon antibiotique. Donc, on en est à peu près à ce stade. Il faut qu'on soit beaucoup plus fin dans notre évaluation. C'est pour ça qu'on travaille autant sur des modèles qui nous permettent de parfaitement savoir quelle est la molécule qui manque, à quel endroit elle manque, depuis quand elle manque. Et ça veut dire que les appareils devront être capables de faire face à des besoins en fait très différents. Alors, ils le sont théoriquement. Un appareil auditif a on le dit, des millions de réglages. Le problème, c'est parmi ce million, lequel choisissons? Lequel est approprié pour nous. Professeur Petit, on entend le professeur avant, on se dit, il y a encore du travail sur les traitements. On en est où? Quels sont les traitements les plus prometteurs? On va parler tout à l'heure, bien sûr, on abordera la question avec Géraldine, hein, qui nous écoute, Géraldine Honnet depuis tout à l'heure, qui est directrice médicale chez Sensorion, et Sensorion, c'est vraiment la biotech qui travaille là-dessus. Mais vous, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo, professeur Petit, sur les traitements les plus prometteurs aujourd'hui? On nous parle de thérapie génique. Je crois que vous prenez une approche assez pluridisciplinaire de toutes ces thérapies. Racontez-nous un petit peu. Alors, ce que j'aimerais dire de façon préliminaire, c'est que le champ de la santé auditive est le seul champ, à ma connaissance, du domaine médical dans lequel il n'y a pas de traitement. On ne parle pas de guérison. Une prothèse ne vous guérit pas. Votre surdité continue d'évoluer avec la prothèse. Bon. Alors, là, c'est très, très spécifique. Je veux dire, je ne connais pas d'équivalent, enfin de domaine équivalent à celui-là. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce sur quoi j'aimerais insister, c'est le fait qu'il y a un changement considérable au niveau de la recherche. Dans les 30 dernières années, ce qui a en quelque sorte débloqué la connaissance du système auditif, des mécanismes défectueux dans chaque forme de surdité, c'est l'approche des surdités héréditaires. Des gènes identifiés, plus d'une centaine, des modèles animaux qui vous disent à quoi sert la protéine codée par ce gène et qui vous disent en parallèle quelle est l'atteinte sous-jacente de la cochlée. Et à partir de là, on assiste à une véritable conversion de l'ensemble du champ, y compris des personnes qui avaient des approches que je dirais les plus fondamentales, comme l'étude du traitement des signaux sonores en termes biophysiques au niveau de la cochlée. Changement radical en se disant, mais on doit pouvoir traiter. Parce que malgré tout, à quelques exceptions près, je dirais que le rêve de tout chercheur travaillant dans ce domaine, c'est de pouvoir guérir les pertes auditives. Ah oui. Alors, il y a guérir et prévenir. Bon. Alors, ce sur quoi aujourd'hui les gens sont concentrés, c'est d'abord essayer de faire essayer d'utiliser un certain nombre de médicaments qui existent déjà, dont la toxicité a été évaluée, etc., donc qui sont essayer de voir si certains de ces médicaments pourraient pas être d'une aide, par exemple, en cas de surdité brusque ou des choses comme ça, ou quand on définit des phénomènes inflammatoires associés, limiter l'inflammation, etc. Refaire pousser les neurones. Refaire pousser les neurones, oui. Ou en tout cas, refaire pousser les prolongements neuronaux. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de formes de surdité, le point critique va être l'atteinte des neurones. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais quelle forme de surdité, professeur Petit? Alors, la surdité liée au bruit, la surdité liée au vieillissement, apparemment,
est une cible véritable, enfin, la cible principale semble être les neurones, enfin, c'est en tout cas une cible majeure. Et que vous songiez à l'implantation cochléaire ou à des traitements médicaux, l'objectif est véritablement, on ne pourra pas restaurer en quelque sorte l'audition si on ne restaure pas, sauf les essais qui sont faits au niveau central, mais ça, ce n'est pas pour demain, en quelque sorte. Il faut impérativement restaurer des neurones auditifs fonctionnels. Alors, ça veut dire utiliser un certain nombre de trophines qui donnent des résultats assez intéressants. Et puis, ensuite de ça, nous avons les thérapies cellulaires et les thérapies géniques dans lesquelles mon laboratoire, en collaboration avec Sensorion, est extrêmement investi. Alors, ce que j'aimerais dire, mais Géraldine le dit beaucoup mieux que moi, c'est le fait qu'il y aura probablement un essai très prochainement dans une forme de surdité congénitale, mais que d'une façon générale, on se trouve plutôt, disons, ce qui risque d'être, dans une première étape, les premiers succès risquent d'être surtout obtenus, excepté cette forme de surdité dont vous allez entendre parler, dans la prévention de l'apparition d'une surdité, c'est-à-dire dans un contexte familial où on a identifié le gène impliqué, où on a un certain nombre de petits qui sont à risque, on va suivre la progression et par la thérapie génique, entre autres, on peut espérer prévenir l'apparition de la surdité. D'accord. Bon, dans les détails. Géraldine Honnet, merci. On peut patienter depuis tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes directrice médicale de Sensorion. Sensorion, c'est quand même une biotech française qui est quand même, c'est un petit cocorico. Là, on a de quoi être fiers. On va parler innovation avec vous, puisque le professeur Petit faisait allusion à des essais. Quels sont vos travaux actuels? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui des choses sur lesquelles vous travaillez? On parle de thérapie génique notamment. Faites-nous rêver un petit peu. Merci Dora. Bonjour à tous. Oui, effectivement, donc Sensorion, c'est une société de biotechnologie. Donc, on a un portefeuille de solutions thérapeutiques potentielles afin de répondre à, voilà, aujourd'hui, on va dire potentielles, afin de répondre à des besoins médicaux dont nos intervenants nous ont parlé depuis ce matin, 9 h. Donc, on a 3 axes de développement. En fait, on a la restauration, où là, effectivement, on parle de thérapie génique, où on souhaite restaurer l'audition en traitant des maladies génétiques. On a aussi la partie prévention, où là, on va chercher à prévenir des pertes d'audition dans différentes indications. Ça peut être, il y a certains médicaments notamment qui ont une ototoxicité, donc ils ont un effet thérapeutique, mais comme effet secondaire, ils peuvent aussi avoir rendre sourd. Donc là, on va prévenir la surdité dans ces… Là, vous pensez au… Pardon, Géraldine, je vous coupe, mais vous pensez au traitement, par exemple, cancéreux, parce que je crois avoir… Exactement. Oui, il y a certains traitements… Oui. Il y a certains traitements, dont certaines chimiothérapies à base de platine, comme le cisplatine, qui effectivement est très efficace en termes de chimiothérapie pour traiter le cancer, mais un des effets secondaires va être l'ototoxicité, la toxicité sur l'oreille, et donc les patients vont être guéris de leur cancer, mais vont développer une surdité. Et donc on développe une solution thérapeutique à l'aide d'une petite molécule pour prévenir cette surdité, c'est-à-dire qu'on va donner le traitement. On a un essai clinique aujourd'hui justement qui est en cours, et les recrutements des patients ont commencé, et les patients vont prendre la petite molécule développée par Sensorion avant de commencer la chimiothérapie et vont continuer cette molécule pendant tout le temps de la chimiothérapie pour protéger et prévenir la perte d'audition. Et vous avez l'espoir, du coup, attendez, c'est très intéressant, parce que grâce à ce traitement, enfin préventif quelque part, ça évitera de perdre de l'audition, ça permettra de pas du tout avoir de risque, ou qu'est-ce que ça peut aller jusqu'où? Vous avez quoi comme espoir? L'espoir, c'est effectivement de prévenir complètement la perte d'audition. Après, l'efficacité du traitement, on est en train de le tester. Donc, si déjà on arrive à bloquer le niveau aussi de la surdité, si on a des surdités qui sont moins graves et qui permettent d'éviter un implant cochléaire ou la pose ou une aide auditive. Voilà, donc aujourd'hui, bien sûr, l'objectif, c'est de prévenir complètement, mais on peut aussi avoir un objectif qui est de diminuer la sévérité de la perte d'audition qui en découle.
Et ça pourrait être même chez l'enfant, parce que je crois, il me semblait que justement, chez l'enfant, les traitements de chimiothérapie ont des conséquences beaucoup plus graves au niveau de la surdité, justement, que chez l'adulte. Oui, la population qui est touchée par cette surdité liée aux cisplatines, ça va être à 50-60% des adultes qui sont traités par ce traitement, mais chez l'enfant, ça peut aller jusqu'à 90% des cancers pédiatriques et des enfants qui vont développer une surdité après avoir reçu ces cycles de chimiothérapie. Oui. Et vous parlez de prévenir la perte d'audition. Je crois qu'il y a d'autres cas aussi. Je crois que vous avez fait des essais aussi avec les militaires. Racontez-nous ça, parce que du coup, pour justement prévenir aussi, on parlait de guerre tout à l'heure en Ukraine, c'est un sujet d'actualité. Oui, c'est très important aussi. Nous avons une collaboration avec l'IRBA, qui est l'Institut de recherche biomédicale de l'armée, et avec une collaboration dans laquelle il y a aussi Paul Avant et Christine Petit. Et donc, nous travaillons avec l'IRBA sur le développement aussi d'une petite molécule qui permettrait de réduire après un traumatisme sonore, donc lié par exemple au tir des armes à feu pour les militaires, ou une explosion, de donner tout de suite un traitement et de prévenir cette perte d'audition. Donc, effectivement, on développe aussi une petite molécule dans cette indication-là, et c'est un besoin médical. Aujourd'hui, on voit avec la guerre en Ukraine et ce qui se passe dans différents pays qu'il y a un besoin médical qui est aussi très important sur cette indication-là. Et vous avez d'autres. C'est quoi vos échéances du coup? Parce que là, vous avez parlé de pas mal d'essais cliniques. Je crois que vous êtes en phase, il y a vous avez des demandes d'essais cliniques en cours. C'est quoi vos échéances de commercialisation? C'est quoi vos différentes étapes? Parce que là, on a envie de se dire, vous nous faites rêver. On se dit qu'il y a beaucoup d'espoir sur différents domaines, mais vous avez quoi comme étapes? Les prochaines étapes, c'est quoi pour vous pour s'en sortir? Alors, c'est toujours un petit peu compliqué de prévoir l'efficacité d'un traitement quand on est en essai clinique, mais pour les petites molécules, il y a des étapes réglementaires pour le développement d'un médicament qui sont nécessaires. Donc, il n'y a pas seulement un essai clinique, souvent on en a 2 ou 3 avant d'aller jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. Donc, ça prend quelques années. En moyenne, le développement d'un médicament pour aller jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, c'est 10 ans. Donc, on espère aller plus vite puisqu'on est dans des indications, le besoin médical est très important. Donc, on essaye d'aller beaucoup plus vite. Mais donc, d'ici 4-5 ans, on peut penser qu'avec la petite molécule, on pourra déjà avoir un accès au traitement. Et pour la thérapie génique, on est en train de préparer, en collaboration avec l'Institut Pasteur, l'Institut de l'audition, la mise en place d'un essai clinique de thérapie génique. C'est ça c'est votre troisième axe, les thérapies géniques. Exactement. Emmanuel qui vous posait la question, qui disait, mais oui, le troisième axe. Voilà, le traitement, la prévention et la restauration. Et donc, la thérapie génique, on est en train de travailler sur les derniers résultats chez l'animal, la preuve de concept chez l'animal, pour déposer une demande d'essai clinique au milieu de l'année. Donc, dans une surdité congénitale qui s'appelle le déficit en autoferline. Ce sont des enfants qui ont un déficit dans une protéine qui est nécessaire pour entendre correctement. Et donc, si on arrive à restaurer la protéine, à la rendre fonctionnelle chez ces enfants-là, eh bien, on pourra restaurer l'audition. C'est des enfants qui naissent sourds profonds dès la naissance. Et c'est aussi très important de traiter tôt parce que, comme on le disait, il y a la plasticité cérébrale qui entre en jeu. Donc là, on va traiter des enfants tout petits pour permettre de développer justement la plasticité cérébrale et que l'enfant puisse acquérir le langage tout en développant l'audition. Donc ça, on y sera avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Bon, bravo, parce que c'est vrai que là, c'est un peu effet cocorico, mais là, on est sur du Sensorient, c'est une entreprise française, et je crois que vos concurrents sont principalement américains. Vous êtes un peu leader sur le marché en France, quoi. Et ça, c'est plutôt chouette. Oui. En France, c'est vrai. Après, il y a d'autres sociétés aux États-Unis qui ont aussi des projets dans différentes indications, mais essentiellement en France. Et aujourd'hui, comme on le disait, il y a très peu de solutions thérapeutiques sur le marché. Il n'y en a pas de traitement. Donc, on a un retard sur la recherche et le développement de médicaments dans le domaine de l'audition qui est important. Et on voit beaucoup de nouvelles sociétés se créer et se développer autour de ces problématiques qui sont un problème de santé publique majeur. Sur lequel on a pris du retard, j'ai l'impression, Géraldine. Alors, on a des questions pour
vous. On posera la question, Emmanuel, après sur le QI des personnes sourdes de naissance. Je demanderai quand même à la professeure Petit qu'elle prépare sa. Je ne sais pas si elle a une réponse à ce sujet-là, mais pour vous, Géraldine, j'ai une question sur le traumatisme sonore. Est-ce que ça peut donner une surdité à distance? Et quand est-ce qu'on peut espérer des résultats sur les molécules, sur les traumatismes dont vous parliez? Ça, c'est Sandrine qui nous demande ça. Une surdité à distance. Elle parle de traumatisme sonore. Est-ce qu'un traumatisme sonore peut-il donner une surdité à distance? Oui, alors ça va dépendre de l'intensité du traumatisme, l'intensité du traumatisme sonore, mais oui, on n'a pas forcément besoin d'être tout près pour être atteint. Donc, si le traumatisme sonore est intense, les gens qui sont autour vont être plus ou moins atteints. Donc, plus on est proche, en général, de la source du traumatisme sonore, plus on va être impacté. Avec parfois, pour les militaires, il n'y a pas que l'effet du traumatisme sonore, mais il y a ce qu'on appelle l'effet, Paul pourra plusieurs années après, en fait. C'est blast, voilà. Il y a aussi Sandrine, elle précise, quand elle dit ça, elle dit, je veux dire plusieurs années plus tard. C'est-à-dire que quelque part, oui. Les enfants qui subissent aujourd'hui la guerre en Ukraine, du coup, ça peut avoir des incidences plus tard, oui, bien sûr. 15 ans. Oui. Oui, bien sûr. Au départ, on ne va pas se rendre compte. Dès qu'on a un traumatisme sonore, on ne va pas perdre l'audition tout de suite, mais on va perdre quelques cellules. Mais plus le traumatisme est répété, plus on va perdre de cellules. Et au bout de quelques années, on va effectivement développer une surdité. Donc oui, on peut avoir a posteriori une perte d'audition. Ce n'est pas forcément immédiat. Comme la toxicité liée au cisplatine dont on parlait, il y a des gens qui vont développer la toxicité durant les cycles de chimiothérapie tout de suite, mais on a jusqu'à 2 ans après l'arrêt de la chimiothérapie, on peut développer une surdité jusqu'à 2 ans après. D'accord. Oui, il y a une toxicité rapide, précoce, et une toxicité beaucoup plus tardive. Est-ce que, professeur Petit, vous pouvez répondre à cette question sur le QI des personnes sourdes de naissance? J'ai Emmanuel qui demande si on a testé, si ça s'est fait, de faire des tests QI sur les personnes sourdes de naissance. Alors, je voudrais peut-être un tout petit peu compléter par rapport à ce qui a été dit sur le traumatisme sonore à distance. Ce sont des études chez l'animal, mais qui montrent, et ça a quand même été une assez grande surprise dans le domaine, que l'on peut perdre jusqu'à 50% des neurones auditifs, en tout cas des synapses, entre les cellules sensorielles qui reçoivent la stimulation sonore, le message, et qui le transforment en un message codé transféré aux neurones. Donc, sur cette interface-là peut être perdue dans 50% des neurones, enfin de la surface d'échange entre la cellule sensorielle et le neurone, sans que ceci se traduise au niveau du seuil auditif. Et ça a été quelque part pour moi, c'est une véritable transformation dans la façon d'interpréter le seuil auditif qui, en fait, peut être resté normal alors que vous avez donc une destruction massive des synapses. Et ce qui était montré chez l'animal, a confirmé chez l'homme, c'est que une fois cette atteinte des synapses débutée, elle progresse de façon inexorable. Donc oui, des choses à distance, oui. Et attention, un seuil auditif normal ne signifie pas absence d'atteinte du système auditif. D'accord, c'est très important. Alors, si vous avez des questions, le QI, bon, moi, je n'ai jamais vu vraiment d'études sur le QI, pas simple à faire pour standardiser des tests pour des enfants qui entendent mal. Ce que l'on peut dire, c'est que les efforts qui sont faits de scolarisation de plus en plus diversifiés aux États-Unis, par exemple avec l'université ou un niveau universitaire qu'on peut atteindre avec la langue des signes, ne mettent pas du tout en évidence des capacités, disons un QI, bon, j'aime pas beaucoup parce que ça fait référence à un test, mais par exemple, en ce qui concerne le traitement des objets mathématiques, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc ça, à mon avis, ce n'est pas une piste. Ce qui est la piste, c'est une éducation véritablement adaptée, diversifiée, et comme on l'a vu tout à l'heure pour la restauration de l'audition, qui soit adaptée à chaque perte auditive, voilà, et adaptée à l'environnement de l'enfant. Et il y a quand même de gros efforts qui sont faits au niveau institutionnel pour… C'est important de le dire, ça. Ah oui, véritablement, pour une éducation inclusive des malentendants,
Voilà. Et la France n'est pas un bon élève en ce qui concerne les succès scolaires des malentendants, mais elle pourrait le devenir. D'accord. Merci infiniment. Si vous avez d'autres questions, on est là. Sinon, on va arriver au terme de la conférence. Voilà. Merci en tout cas, professeur Petit, pour avoir répondu à ces questions qui parfois ne sont pas toujours évidentes. Géraldine, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, s'il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Écoute, on va attendre un tout petit peu. On pourra toujours répondre. Il y a Emmanuel qui nous demande s'il y aura un CP. Donc, je confirme qu'on va pouvoir vous envoyer des petits éléments par la suite. Ça, sans souci. Voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs, parce que tous nos intervenants, je vous le dis, peuvent réagir, compléter, voilà, sont à votre disposition pour répondre à vos questions par la suite. Et puis, je vais laisser le petit mot et on pourra recevoir un replay, puisqu'on me pose la question à l'instant. Oui, vous pourrez avoir un replay, ça a été enregistré. Donc, si vous avez loupé des petits moments, il n'y aura aucun souci. Il y a quelqu'un qui vous demande, Géraldine, donc j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pourriez citer les noms d'autres biotech dans le secteur en France ou aux États-Unis? Vos concurrents, en fait. Alors, aux États-Unis, tout ce qui est thérapie génique, on a Akouos, par exemple, et Decibel, qui sont sur des programmes aussi de thérapie génique. Après, on a voilà, oui, il y en a quelques-uns. Question supplémentaire sur quels sont les progrès qui ont été constatés dans les implants cochléaires. Alors ça, c'est peut-être Géraldine ou peut-être professeur Petit, surtout. Les implants cochléaires, je pense que Paul Avant est le Paul bon Avant, interlocuteur. la tournée. Paul Avant. Allez-y, Paul, sur les progrès sur les implants cochléaires. Les progrès, ils sont très lents et très progressifs. Hein, donc, je dirais le grand progrès, c'est qu'il n'y a plus personne sur liste d'attente. Donc, quand l'indication est posée maintenant, on est sûr de bénéficier de cette intervention. Cette intervention, je rappelle, est réservée aux cas de surdité très importants où l'amplification n'est plus suffisante pour donner une compréhension correcte de la parole. Donc, il y a environ 1600 implants cochléaires posés par an en France et ça fait face aux besoins de manière à peu près parfaite. C'est toujours pareil, l'idée de repérer le plus vite possible les candidats à l'implant reste un sujet de recherche active. Il y a un moment, on doit basculer d'une solution conventionnelle qui est l'amplification à une solution plus lourde qui est chirurgicale. Enfin, c'est chirurgical, mais en même temps, on ne va pas mettre des électrodes dans le cerveau, hein, comme c'est parfois dit, on va mettre des électrodes à proximité du nerf cochléaire, ce qui est beaucoup plus facile à gérer, bien sûr. C'est moins invasif. C'est moins invasif. Le progrès, c'est mieux coder le son en le transformant en impulsion électrique lorsqu'il y a du bruit. On en revient aux mêmes problématiques qu'on a abordées tout à l'heure. Et puis, dernier progrès qui est vraiment significatif, c'est le développement de robots chirurgicaux qui permettent de mettre l'implant cochléaire sans abîmer les structures restantes. Alors, en général, quand on met un implant cochléaire, il ne reste plus grand-chose dans l'oreille interne, il faut le savoir, hein, sauf exception, bien sûr. Mais ce qui reste peut être extrêmement utile et de plus en plus, on essaie de le préserver à toutes fins utiles. Avec des implantations qui remplacent la main du chirurgien par un appareil extrêmement bien contrôlé, progressif. Et merci. Rien interdit d'y mettre des médicaments. D'accord. Oui, on travaille aussi à Sensorion sur ce genre de choses, Paul. Effectivement, on donne aussi en prévention une thérapie innovante qu'on a développé. On a un essai clinique aussi qui est en cours pour justement préserver ce qui reste de structure avant la pose de l'implant cochléaire. Donc en combinaison, on combine les deux, le traitement plus l'implant cochléaire. Plus le nerf auditif qui est censé être normal, mais qui peut bénéficier d'un support de certaines molécules, hein, parce que plus les neurones sont en bon état, meilleur sera le résultat de l'implantation. Donc ça ouvre énormément d'espoir. On est à la frontière entre appareillage et thérapie. Ouais, c'est vraiment, comme vous dites, vous êtes à la frontière. Bon, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres,
n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, je rappelle que voilà, nos différents intervenants, ils sont aussi à votre dispo après pour si d'autres questions vous viennent et vous voulez faire des interviews avec eux. Je vais laisser le mot de la fin à Christian. Christian Hugonnet, qui va nous parler de sa 20e semaine du son, 20 ans d'existence. Voilà. Parlez-nous un petit peu des temps forts, de ce qui va se passer là, sur cette 20e édition du 16 au 29 janvier, Christian. Oui, donc le temps fort, c'est notre soirée, peut-être une soirée d'ouverture avec Thomas Dutronc, qui est un garçon qui s'est véritablement impliqué dans ce processus de compression dont on parlait tout à l'heure, et qui a compris l'importance de l'enjeu, qui a compris l'importance de l'audition aussi, qui est un homme effectivement qui nous est proche en tout cas, et qui a envie de faire avancer notre propos comme d'autres. Il y aura Costa Gavra avec nous, il y aura un certain nombre de personnalités, d'anciens Pauline Zéro qui m'a appelé hier soir pour me dire qu'elle sera là aussi. On n'est pas isolé. Jean-Claude Casatsu, enfin tous ces gens-là Maxime Le Forestier, qui était le premier président il y a 20 ans, sera avec nous. Donc voilà, on a un certain nombre de personnalités qui nous sont proches et qui vont être là avec très nombreux, je dois dire, médecins également, professionnels de l'audition aussi qui seront présents à la soirée du 16 janvier. Voilà. Mais au-delà de cette soirée, il y a donc une soirée sur le son et société, sur le thème évidemment savoir s'écouter, savoir écouter, savoir se parler. Ça se passera au Collège des Bernardins. C'est une soirée à mon avis tout à fait importante, avec des sociologues, psychologues et des gens qui sauront dire ce qui se passe au niveau de notre incapacité aujourd'hui à converser directement, à avoir en fait une conversation en temps réel, en sachant qu'aujourd'hui, on est quasiment tout en temps décalé. Donc, si vous avez la chance d'avoir une personne au téléphone, dites-le moi, ça m'encouragera en tout cas. Les gens vous répondent généralement le lendemain ou en tout cas certainement pas tout de suite et par SMS. Et l'autre jour, j'avais une personne qui me disait qu'elle refusait dorénavant d'écouter ces messages. Elle n'avait plus le temps de le faire. Hein. Donc on est dans un monde tout à fait étonnant où la relation à l'autre devient extrêmement compliquée. Une société qui ne se parle plus, c'est une société qui va au mur. Hein. Donc, c'est un problème tout de même essentiel. Et entre pays, on le voit bien aujourd'hui, qu'on ne s'entend plus beaucoup non plus. Donc, on a aussi cette perte de relation à l'autre d'une manière directe, et en particulier par l'oralité. Et puis peut-être nous sommes aussi en train d'assister peut-être à la perte de la dialectique, autrement dit savoir s'écouter, c'est aussi savoir comprendre que l'autre n'a pas forcément les mêmes avis que vous-même et que précisément si nous perdons cela, nous perdons tout simplement notre intelligence d'hommes et de femmes. Et il y aura donc une soirée santé auditive, on vient d'en parler, donc on va en parler et ça va être tout à fait exceptionnel. Ça sera donc le mercredi 18 janvier avec de très nombreux intervenants. Je ne reviens pas sur cette soirée. Une soirée environnement sonore des villes. Ça sera donc le jeudi 19 janvier à l'UNESCO, là encore. Nous passerons la semaine à l'UNESCO, sauf cette soirée au Bernardin sur son et société. Nous avons également une soirée intéressante sur la relation image et son, sur le podcast, en quoi le podcast est un élément tout à fait intéressant qui nous va bien, car quand on a le son, on a l'image. Et donc, on va pouvoir parler de cette manière de converser aujourd'hui, hein, de se parler à travers des thèmes sonores qui évoquent précisément des images. Et précisément, le podcast se porte très, très bien. On en parlera avec l'INA, avec différents magazines spécialisés là-dessus. Et puis, nous terminerons aussi sur l'image, rapport image et son, au cinéma Le Pâté des Fauvettes, sur ce très beau film qui s'appelle Corsage, qui a reçu le prix de la meilleure création sonore par la Semaine du son d'UNESCO, justement. Et nous aurons la présence de Camille, là, qui est une chanteuse qui a fait la musique du film d'ailleurs, et qui viendra nous en expliquer. Et on remerciera également ce même soir, ça sera le dimanche 22 janvier à 18h, dans ce cinéma. Nous remercierons également les lauréats d'un concours qui s'appelle « Quand le son crée l'image ».
qui est une belle aventure que nous avons lancée avec UNESCO, avec 11 500 écoles associées, auxquelles nous proposons en fait chaque année un son, une musique qui dure 1 minute 40. Là, cette année, c'est c'était l'an dernier, c'était Gabriel Yared. Cette année, c'est Ibrahim Malouf. Et nous demandons à tout un chacun de réaliser un film, un scénario, avec leur smartphone, avec leur baladeur, sur cette musique, en étant au plus proche de la musique. Voilà. Donc, et ça donne des résultats absolument extraordinaires. Et on a eu 300 films là, qui nous ont été livrés au niveau international. Et ça, c'est une vraie, une merveille voilà, de ce que nous pourrions appeler en fait un son qui amène l'image justement, et en quoi en fait ce sonore finalement est un élément clé de notre relation au monde, de pays à pays, mais aussi au niveau national. Hein, nous avons aussi évidemment toutes les régions qui s'y mettent à travers les 24 académies qui ont aussi répondu. Voilà un petit peu toute cette panoplie de possibilités. Et puis, n'oublions pas aussi qu'après la semaine du son, nous serons dans toutes les régions de France, dans 40 villes quand même, pour évoquer cette semaine du son la semaine suivante, donc à travers des thèmes que je n'ai pas le temps, évidemment, de vous préciser. Merci Christian. Avant de nous quitter, j'ai une question à nouveau pour le professeur Petit notamment, qui veut une question autour de est-ce qu'il y a une journée mondiale de l'audition et quelles sont les initiatives prises par l'OMS au niveau de la santé auditive? Professeur Petit, je ne sais pas si vous m'entendez. On ne vous entend pas. Professeur Petit, vous m'entendez? Je vous entends, mais je n'arrivais pas à réactiver le son. Il y a surtout une journée nationale de l'audition qui tente à s'étoffer, à avoir de plus en plus de participants. Il y a aussi, à ma connaissance, une journée mondiale. Dans les dates? Le 12. C'est le 12 février. 12 février. Merci. Voilà. Donc, peut-être, Christian, vous êtes au centre de cette journée mondiale. Vous pouvez peut-être compléter. Oui, on essaye de ramener la JNA, la Journée nationale de l'image. On aimerait avoir en fait une journée qui soit internationale. Alors, quant à nous, pour ce qui est de la semaine du son, nous sommes plutôt partants d'une journée mondiale, participants d'une journée mondiale à travers plusieurs événements. L'un d'entre eux consiste à imaginer un kit qui sera donné à tous les audioprothésistes, qui est un kit audiovisuel qui permettra aux audioprothésistes de devenir, dans chacune de leurs régions, en fait, des référents sons. Autrement dit, des kits qui leur permettront, dans les mairies, en étant en relation avec l'Association des maires de France pour cela, et ces audioprothésistes pourront effectivement dire à tout un chacun ce que c'est qu'un son, qu'est-ce que c'est qu'un niveau, qu'est-ce que c'est qu'un décibel, qu'est-ce que c'est qu'un timbre, et donc sans parler d'audioprothèse, hein, je veux dire, non, l'idée c'est de réaliser, de demander, de transformer, de proposer en tout cas à chacun des audioprothésistes dans toutes les régions de France de devenir des référents son de manière à initier tout un chacun sur ce que c'est qu'un son dans ce qu'il a de plus essentiel. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est des manifestations de ce type-là que nous sommes en train d'organiser pour le 12 février prochain. D'accord. Donc, grosse opération également le 12. La journée mondiale, peut-être pour préciser, là, cette année, c'est le 3 mars. D'accord. Ah ben, c'était changé alors. Voilà. Ça sera le 3 mars. Juste pour que, voilà. D'accord. D'accord. Donc, vous pouvez redonner les dates précisément avant qu'on se quitte, du coup. Le 12 février et le 3 mars, c'est… le 3 mars, si c'est le 3 mars, à ce moment-là, ça a été modifié au 3 mars, ça serait la journée d'audition, la journée mondiale, voilà. Alors que je crois savoir que la JNA, c'est un peu plus tard en mars, il me semble. Hein, non le national, c'est le 9 mars, oui. Voilà, c'est ça. D'accord. National le 9 mars et le 12 février mondial. Bon, parfait. Merci. Le 3 mars. Et le 3 mars de la mondiale. Je me suis trompé. Effectivement, c'est le 3 mars. C'est le 3 mars. Bon, je pense que ça y est, on a toutes les dates. Bon, on arrive au terme de cette conférence de presse. Hein. Merci à tous de nous avoir suivis. S'il n'y a plus de questions, on va se quitter. Rendez-vous pour la semaine du son dès le 16 janvier, Christian.
Et n'hésitez pas, si vous souhaitez les interviews avec nos différents intervenants. Je rappelle qu'on était Christian Hugonnet, professeur Christine Petit, fondatrice de l'Institut de l'audition, le professeur Avant, qui est directeur du Centre de recherche et d'innovation en audiologie humaine, Gérald Hugonnet, bien sûr, qui représentait la Bibliothèque française Sensorion, et bien entendu Christian, le président fondateur de l'association La Semaine du Son. Encore un point. Il reste encore quelques places en fait pour la soirée d'ouverture, donc n'hésitez pas à en faire part dans vos journaux pour la soirée d'ouverture du 16 janvier. Donc, soirée d'ouverture le 16 janvier, vous pouvez nous avec un très beau concert de Thomas Dutronc et en trio avec 2 autres excellents guitaristes. Donc, ça sera une soirée manouche tout à fait exceptionnelle. Thomas Dutronc et le jazz manouche. Et vous pouvez nous rappeler juste le lieu, Christian? Ça se passe en fait à l'UNESCO, donc salle 1 de l'UNESCO, dans la grande salle de l'UNESCO. Parfait. Merci infiniment. Et puis, belle journée à tous et à très bientôt. Et voilà. Et merci infiniment de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Merci à vous.